Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et très très bonne année. C'est dur de dire ça comme ça, parce qu'elle n'a pas très bien commencé notre année. Écoutez, on n'est qu'à 15 jours de cette année. On peut garder l'espoir que les autres 356 jours seront meilleurs que ceux que nous avons vécus. En tout cas, nous vous aimons beaucoup à Zouk TV. Nous continuerons à vous aimer jusqu'au bout et quoi qu'il en fasse et quoi qu'il se passe. Et ce soir, nous avons décidé, vous voyez, et ce n'était pas du tout fait par ni provocation, ni par envie d'être Charlie. On a décidé simplement de parler des victimes parce que c'est vrai, c'est bien de temps en temps de se souvenir que dans ces violences sociales, quelles qu'elles soient, on a beaucoup parlé des violences qui se sont abattues sur Paris ces derniers temps, la semaine dernière, mais il y a longtemps que ces violences sociales touchent des familles et des victimes. Il y a longtemps que des familles se retrouvent parfois avec des enfants assassinés, des enfants blessés jusqu'à ne plus pouvoir marcher et des victimes qui, dans le silence, subissent leur peine. Nous en parlerons ce soir avec vous au 71 27 07, 05 96 71 27 07, mais nous en parlerons aussi avec des personnes, j'ai envie de dire ressources, pour ne pas dire experts, pour ne pas non plus heurter leur humilité que je connais si bien. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Étienne Zidé. Bonsoir Monsieur Zidé. Bonsoir. Encore merci d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Vous êtes récemment sorti du système du tribunal, puisque vous avez été pendant de longues années au tribunal de Fort-de-France juge d'application des peines, et il n'y a que 6 mois que vous faites valoir vos droits à la retraite, bien mérités. Mais vous continuez à avoir des activités puisque vous restez président délégué du conseil départemental d'accès au droit. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté, parce que je sais que vous avez beaucoup d'activités. Merci d'avoir accepté de venir nous parler, de nous aider à comprendre comment les victimes peuvent s'en sortir et qu'est-ce qui peut être mis en place, comment elles sont prises en compte par notre société, car jusqu'à présent, on sait que la réparation essentielle pour les victimes est une réparation judiciaire. Nous en reparlerons, mais nous avons aussi une victime connue. On la connaît pour ses qualités de comédienne dont on ne parle plus. Suzy Singa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et de revenir sur des événements extrêmement douloureux. Il y a 8 ans de ça, c'est cela? Tout à fait. Suzy, vous perdiez votre fils assassiné par un délinquant. Donc vous vous retrouvez maintenant dans cette position de victime, avec l'isolement peut-être et les questions qu'on peut avoir dans ces cas-là. Absolument. Merci d'être venu et surtout de nous rappeler les circonstances. Je sais le combat que vous menez en termes de prévention, et ce que vous souhaitez surtout que ça ne se reproduise pas. On va saluer aussi Hervé pour la réalisation technique de cette émission. Je vous rappelle que dès maintenant, vous pouvez déjà composer le 71 27 07, parce que vous dites souvent que on n'y arrive pas. La question aujourd'hui, c'est prend-on suffisamment en compte les victimes dans notre société? Et quand je parle de notre société, je parle en Guadeloupe, en Martinique, en France et dans le monde, puisque on est regardé, monsieur et madame, dans le monde entier. Alors Suzy, je vais commencer par vous. Oui. Il y a quelques années, il se passait un drame dans votre vie. Votre fils, rappelez-moi son prénom. Oui, Sigiri. S-I-J-I-R-I. Sigiri, votre fils, il avait quel âge? Sigiri avait 14 ans. 14 ans. Et il est assassiné... Par un jeune à peine plus âgé que lui, 15 ans. 15 ans. Ici, voilà. Et ça s'est passé donc... Oui, ça s'est passé à peine à 50 mètres de chez moi. Sigiri, je sortais d'une grosse production que je venais juste de produire à l'Atrium. Donc j'étais conviée avec mon équipe à me rendre chez Madame Ena Césaire qui m'avait aidé à mettre en place ce spectacle. Et donc je priais Sigiri, c'était à la période de Toussaint, après les vacances, de raccompagner sa petite chérie qui était à la maison et de revenir s'occuper de son frère, se remettre à ses devoirs pour préparer la rentrée. Et donc il prend son volet, il accompagne en effet à la gare des taxis, qui n'est pas loin non plus. Et avant de rentrer, il fait un détour en face de la mairie où
il y a justement une place avec un kiosque où les jeunes, des fois, se retrouvent. Et c'est là qu'a lieu ce drame où la sœur de ce jeune homme l'interpelle et ça ne lui plaît pas à Sidji et le repousse. Et voilà que la sœur appelle son frère et le trucide de 6 coups de couteau, lui perce la haute et que Sidjiri a laissé sa vie. Voilà. Il est mort sur le coup? Pas sur le coup, quelques heures après son acheminement vers la Mina. C'est peut-être indécent ma question, mais quelle était votre réaction quand... Ah ben écoutez, quand on est venu déjà m'appeler à la maison, j'ai dit non, écoutez, Soundiata il est au boulot, parce que Soundiata, de par son âge, et étant donné qu'il est l'aîné, et un garçon plus exposé aux garçons de la rue, a déjà une autre mouvance. Et je dis non, Soundiata est au travail, c'est pas Sidjiri, c'est pour moi impensable. Sidjiri, c'est celui qui est très sport, très musique, très copain, jovial, convivial. Donc je me rends sur la place. Et je ne vais jamais oublier, dans le sens où on n'oublie pas non plus ces dates-là. Hein. En m'y rendant, je croise un monsieur d'un certain âge qui sort facilement et banalement. Ah oui, sentir ça, tu es là. Voilà, oui, je ne vais pas oublier ça. Où j'arrive devant cette place où j'ai eu l'impression en tant qu'artiste de me retrouver en plein tournage d'un clip. À savoir que j'ai, face à l'assistance, face à ces gens qui passivement assistaient à la scène qui s'est déroulée à une certaine heure et pour arriver justement au drame, au vu de tout le monde, à savoir que les gens ont cautionné, ont permis ça. En pensant, ne mesurant pas la gravité de l'altercation, parce qu'ils pensaient que c'est simplement deux jeunes qui sont en train de se prendre le chou, donc des coups de choc, ça allait, et puis en fait, ils n'ont pas vu que le garçon était armé d'un couteau qu'on appelle papillon. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs cette arme, qu'il a sorti délicatement en le tenant à hauteur de son... à côté de lui, l'a planté gentiment. Donc vous avez été appelé sur les lieux alors? Ah oui, sur les lieux, oui. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé mon fils par terre. Par terre. Non, pas de son sang, parce que ça a été interne. Et ce que je ne vais surtout pas oublier, c'est le fait que Earl et sa sœur Charmaine et l'autre petite que je ne connaissais pas du tout, moi, accaparé en me disant Suzy, il m'a poussé. Alors, je regarde Sidji, je dis, oui, il t'a poussé, mais donne-lui des coups de pied, je sais pas, une claque, un coup de choc, un bagaille, mais comment ça tu plantes mon fils, pourquoi tu l'as blessé, c'est quoi cette histoire? Et entre-temps, c'était tellement éprouvant dans le sens où Sidji par terre m'inquiète, eux qui m'accaparent. Eux, c'est qui C'est-à-dire le frère et les deux sœurs. D'accord, de l'assassin. Voilà, de l'assassin. Et tous ces jeunes qui tentent de le prendre et de le lyncher. En fait, il s'est réfugié à mes pieds, en fait, pour pouvoir me dire, voilà, il me tape, enfin, protège-moi encore, en fait, un peu. Et ce qui fait que c'était assez pénible de voir comment, après, ils l'ont traîné, ils ont tenté de le... pas tenté, ils l'ont tabassé, ils ont infligé quand même de pas mal de coups. Et ce couteau m'a été remis... je portais une robe blanche ce jour-là, je n'avais pas oublié non plus cela. Un des jeunes me dit... ah ouais, Mimi, ça, je tiens comme ça ma robe, je lâche le couteau dedans. Et au cas où besoin de ça, au cas où, je sais pas, vous demander comme preuve, comme ceci, comme ça. Mais j'ai l'impression que Suzy, quand vous racontez ça, il n'y a encore pas de force de l'ordre, il n'y a personne, il y a des... Non, les forces de l'ordre sont arrivées après. Après? Oui, après, oui. C'est-à-dire que, vous savez, dans ces moments-là, il y a des gens qui prennent ça comme une attraction. Vous êtes fortement impacté sur le plan émotionnel. Personne autour de vous? Non. On vous laisse là seule dans oui, seule dans le sens où... Et c'est Sidji par terre et les acteurs qui m'accaparent pour me demander protection du fait que les autres veulent les lyncher. Et puis à être là, à me poser des questions, un médecin qui tente de réanimer plus ou moins Sidji, son père qui est à côté. Non, c'est carrément... c'est un cauchemar. Oui. Vraiment. Vous étiez complètement sidéré, comme le sont en général dans ces... atterré, écœuré. Oui. En vous demandant, est-ce que vous êtes en train de... Ah ouais, est-ce que je suis vraiment dans la réalité en pleine, quoi. Surtout sachant qu'en tant que metteur en scène, j'avais mis en scène une histoire qui ressemblait un peu à ça, dans des particuliers qui avaient fait appel à moi. Et où j'avais joué justement, j'avais mis en scène des jeunes qui justement, mais à la différence que ce que je vivais là était tout à fait réel et que Sidji, contrairement à la mise en scène
la victime se levait et vaquait à ses occupations. Là, mon fils, il est bien parti et c'est une douleur qui, pour moi, est irréparable. J'imagine, nous l'imaginons bien tous ici. Mais alors, toujours dans ce questionnement, dans cet événement atroce, j'ai le sentiment que vous êtes resté longtemps en face du corps et de la dépouille de votre fils, sans qu'il n'y ait encore une autorité publique pour venir vous dire, voilà, Madame Singer, on va... Je n'ai pas, il n'y a pas eu ça, et ni pendant, ni avant, ni après. Ni pendant, ni avant, ni après. Non. Vous vous êtes retrouvé assez isolé. Ah oui, même pas assez, très isolé. Je crois que ma réaction en tant qu'artiste, j'insiste sur le fait, puisque c'est quand même ça qui remue beaucoup, dans le sens où, quand j'ai su que c'est arrivé, on m'a dit, c'est où ça t'est arrivé? Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup fait mal parce que ça m'a en fait éclairé dans la vision que les gens ont pensé que ça peut toujours arriver à l'autre, mais pas à moi. Et à penser qu'ils peuvent être à l'abri, que ça m'arrive parce que nous sommes des dreadlocks, parce que nous avons fait un choix de vie qui nous est propre et que nous assumons pleinement, et que c'est tout à fait que nous soyons exposés à ce crime. Vous pensez que c'est fermement que vos dreadlocks, ceux de Singeri, tout ça, en fait, ont dû être beaucoup dans le sens où je peux vous donner un exemple. Quand on est au sein de l'établissement qu'on a su que c'est arrivé, il venait juste d'intégrer le LECTA Quarrivaille, ce lycée qu'il a découvert, qu'il avait choisi d'ailleurs pleinement, parce qu'il voulait être agronome. Et quand on a dit ça au niveau de la commune, il y a eu des élèves qui ont eu envie de marquer le coup, donc qui ont voulu porter des t-shirts blancs. En étant à l'école, il y a un monsieur qui était là que je ne vais pas citer, il va tout à fait se reconnaître puisqu'il est à la retraite maintenant, et qui a dit, écoutez, vous n'allez pas en faire un héros, ça va avec votre histoire, quoi. Et donc tout ça a été très dur parce qu'en fait il n'y a pas eu d'assistance au niveau et de la municipalité et au niveau du collège, bien que même si Kusiji n'y était plus, mais je crois que les gens n'ont pas pris la mesure de ce que ça représente, un acte aussi gratuit d'un autre jeune face à un autre jeune. Et la société elle-même, ce qu'on appelle très souvent justement ce corps social... lamentable, écœurant dans la mesure où en tant qu'artiste, je répétais à Rivière-Salée, tous les mardis et tous les vendredis. Et du moment où ce drame est arrivé, j'ai demandé à mon équipe de venir répéter à la place où Singeri a été assassiné. C'était pour moi une manière de faire vivre cette place autrement, et en me servant de la culture, de l'artiste que je suis, pour pouvoir susciter des échanges, susciter des questionnements, un rapprochement en fait au niveau de la population. Je crois que ça a été vraiment très mal interprété. L'ex-maire, le pauvre, a reçu tellement de pression pour qu'on m'oblige, on m'impose de ne pas venir là pour faire un arrêté municipal. Mais étant au fait de la loi, je commençais à 19h, terminais à l'heure butoir qui est 22h. Et à un moment, j'ai eu même envie d'aller voir le curé de la paroisse pour lui demander audience en disant que j'aimerais bien m'adresser à ses fidèles pour les rassurer, à savoir que je ne suis pas une dame, comment dire ça, parce qu'ils ont traduit ça comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil. Déjà, on est en contradiction, puisque je pars du principe où il n'est pas question pour moi de faire le deuil des gens que j'aime. Et mon père est mort depuis 40 ans, ma mère plus d'une dizaine d'années ici, donc non. Et j'avais envie simplement de les rassurer, de leur dire que j'ai eu ma manière à moi de concevoir la mort et également de faire vivre mon fils, de ne pas s'inquiéter, que je ne suis pas là pour chambouler leur croyance, leur fonctionnement, mais que j'avais envie un peu qu'ils me foutent la paix. Excusez ma vulgarité, mais qu'ils arrivent à comprendre en tout cas ma détresse et ma souffrance, à constater que oui, un autre jeune a trucidé mon fils et que malheureusement, comme j'ai dit et comme ça a été d'ailleurs très mal perçu, j'aimerais plus jamais ça. Ça a été pris comme une certaine prétention, comme alors que je trouve ça tellement odieux. Et je réitère mes propos, je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu là. Quelles idées, vos réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre? J'imagine que c'est un dossier que vous avez connu dans votre exercice professionnel, mais cette solitude de la victime au départ comme cela, qu'est-ce que ça... Bien sûr, c'est dramatique.
je pense que ce jeune ne méritait pas de mourir dans des circonstances pareilles. 15 ans, c'est jeune, très jeune. Je comprends, madame, votre réaction, vos douleurs. Quoi qu'il en soit, je connais bien sûr l'auteur, puisque j'étais chargé d'application de peine à Fort-de-France depuis 2005. Je sais de qui vous parlez. Nous allons taire les noms de l'auteur. Oui, bien sûr. C'est dommage. Non, c'est pas possible. Oui, je sais bien, mais on va en reparler plus tard. Non, mais écoutez, je crois que appelons un chat, quoi. Oui, mais Si en ce qui pour me moi, concerne, oui, je comprends de par vos responsabilités. Et des réserves qui incombent à ses fonctions, mais, voilà, voilà. mais je peux comprendre. Je ne me gênerai point du tout pour lui dire. Surtout que, vous savez, sans vous interrompre pour enrichir mes propos, ce jeune a en quelque sorte s'est senti grandi face à cet acte. Et que ce soit son avocat ou sa famille proche, c'est-à-dire qu'il a eu une posture héroïque. Ah oui, tout à fait. Fier, il a assumé, même en envoyant des menaces à mon autre aîné et en disant que voilà, quoi, il est là pour dar ma famille et qu'il œuvre en ce sens. Et plein de jeunes qui ont été en sa présence en étant en prison m'ont confirmé que s'il n'y a pas un travail fait sur ce jeune-là, qu'il va retuer, peut-être pas autrement, pas comme il l'a fait sciemment au vu de tout le monde, parce que je ne vais jamais oublier ce monsieur qui fait partie des pompes funèbres et qui m'a témoigné, étant sur place, qu'au moment où le jeune a infligé à Sidiri ses coups de couteau, à la fin il s'est contenté de le soulever et de le jeter avec une telle violence par terre. Et l'autopsie d'ailleurs, je crois que c'est ça qui nous a beaucoup aidé, à notre famille et je crois aussi également à la justice de tirer les conclusions, parce que c'est vraiment le médecin légiste qui a insisté, vu les blessures, vu comment les choses ont été faites, en disant que ce jeune avait vraiment fait ça délibérément avec la volonté de tuer, vu l'atrocité et la profondeur des coups de 17, de 14 et de 9 cm qu'il lui a infligés. Donc je dis que je déplore d'ailleurs pour une autre histoire qui s'est passée récemment où cet homme, pour des raisons d'inceste, a écopé de 17 ans de prison. Moi, je déplore qu'on ne nomme pas ces gens-là. Il faut qu'on sache que ça permet pour moi de mettre les gens face à leurs responsabilités. Mais il était mineur aussi, Suzy. Oui, tout à fait. Le fait qu'il soit mineur, alors là j'interroge aussi le magistrat que vous êtes, est-ce que le fait qu'il soit mineur, il a encore plus de protection que d'autres? Protection, oui, non, on ne peut pas dire de protection. Il bénéficie. Oui, parce qu'en fait, si on ne nomme pas son nom, c'est non, mais une forme de mineur ou protection. majeur, non. Mineur ou majeur, on ne peut pas nommer le nom d'un détenu ou d'une personne, même d'une victime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et ça se fait pourtant, monsieur. Pourquoi ça ne se... Dans certains cas, ça se fait. Non, les gens. Mais récemment, ça s'est fait ailleurs, mais pas sur plateau de télévision. Ça s'est fait. D'accord, ok. Pas sur plateau de télévision. Je ne veux pas, en tant que magistrat, même à la retraite, de nommer le nom d'une personne. C'est votre réserve, mais vous nous dites, vous nous confirmez qu'il n'est pas, pas illégal de. Pour les mineurs, non. Pour un mineur, s'il était mineur au moment des faits, ce qui était le cas, et c'était le cas, il va passer devant la cour d'assises. Il est passé devant la cour d'assises mineure. On ne peut pas donner le nom des mineurs, quelle que soit l'infraction commise, c'est impossible. Les journalistes ne peuvent pas dire... Donc il a tué sous X, quoi, en fait. Pas sous X, mais tout le monde le sait, la justice, on le sait qui c'est, mais on ne peut pas livrer le nom à la presse. Bon, je pense que, madame, ça ne va pas vous rassurer, puisque je comprends la gravité des faits. Ce jeune, si mes souvenirs sont exacts, au moment où je quittais mes fonctions, a fait l'objet son dossier a été soumis à la Commission nationale d'évaluation, puisque, vu la gravité des faits qu'il a commis, sur un mineur, il devait passer devant la commission pluridisciplinaire avant une éventuelle libération conditionnelle, pour évaluer sa dangerosité. Parce que vous venez de dire qu'il va recommencer à commettre des infractions, mais je pense qu'il est suivi en détention, et son dossier est soumis à Fresnes, parce que c'est la Commission nationale d'évaluation, pour lui permettre de savoir s'il est toujours dangereux, et s'il va récidiver, pour ne pas le mettre en liberté. Et c'est une commission importante, parce qu'ils sont obligés d'aller à Fresnes. Donc, je ne peux peut-être pas vous rassurer. Non, vous me rassurez. Surtout pas du tout, dans le sens où j'insiste en disant que moi-même, en tant qu'individu, je suis contre le principe
répressive de la prison. La prison déshumanise. Oui, mais n'empêche qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Justement, malheureusement. Mais je dis justement... On ne peut pas non plus laisser les victimes... Je suis d'accord entièrement. Je suis entièrement d'accord. Mais je veux dire par là que la structure que représente la prison aurait dû être pensée autrement. Oui. Même si, comme vous prétendez qu'on n'a pas encore pour l'instant trouvé autre, n'empêche que ce qui existe déjà là aurait dû être déjà vu et revisité autrement en termes de valeur, en termes de fonctionnement. Vous avez bien vu les actualités, ce qui s'est passé dernièrement. Les gars sont en tôle, ils ont des sous à quoi faire, ça fume, ça deal, ça tue, ça... Non, mais c'est quand même incroyable. Comment voulez-vous que quelqu'un qui commet un acte répréhensif se retrouve enfermé, privé, entre guillemets, de liberté, mais de quelle liberté faut en parler, et qui, en rien, n'est encadré pour pouvoir remettre en question son acte et qui puisse se reconstruire autrement avec des valeurs intéressantes à partir du respect de l'autre. Alors, on est justement au cœur du débat avec votre Ils sont encadrés. justement, alors, on est au cœur du débat parce qu'il s'agit pour nous de savoir comment sont protégées les victimes. Et un des paramètres qui fait très peur aux victimes le plus souvent, c'est quand même le risque de récidive, la dangerosité dont vous parlez. Comment elle est évaluée? Est-ce qu'on a, sous quels critères on peut dire Monsieur X est dangereux, à un niveau de dangerosité? Y a-t-il des paramètres, des indices qui permettent à la justice de se prononcer là-dessus? Nous avons des expertises, nous avons des experts qui travaillent avec nous, soit un expert... un psychiatre. Oui, un psychiatre qui travaille avec nous, qui nous fait un rapport médico-psychologique, médico-psychiatrique, ou bien criminologique sur la personne. On peut... bon. Le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas dire si quelqu'un va récidiver ou va pas récidiver. Ce n'est pas possible de le dire, c'est difficile de le dire. Mais moi je dis, mais quand on parle de prison, quand on parle de récidive, il faut savoir ce qu'on dit. Il faut voir le nombre de personnes qui sortent de détention qui ne commettent pas d'infraction. Oui. Il y a beaucoup qui sortent de détention qui ne commettent pas de nouvelles infractions. C'est sûr, il y en a qui sortent, qui recommencent. Mais on n'a pas des statistiques assez pointues pour savoir... Voilà, on n'a pas un pourcentage, savoir combien sortent et ne sont pas récidivistes. Voilà. Parce que... C'est dommage, parce que ça aiderait beaucoup à comprendre l'impact. C'est dommage, parce qu'en termes de récidive, il faut savoir de quoi on parle. Quand vous dites récidive, soit c'est la récidive, ou c'est la réitération de l'acte. Si c'est la réitération de l'acte, mais la loi ne qualifie pas comme ça la récidive. La loi qualifie de récidive plusieurs infractions, par exemple un meurtre, un assassinat, un viol, c'est criminel, donc c'est récidive. Oui, oui, bien sûr. Vous allez commettre un meurtre, vous allez commettre un viol, vous allez commettre un vol à main armée, tout ça c'est criminel, la loi vous dit c'est de la récidive. Tout à fait. C'est pas la réitération. Il faudrait savoir si quelqu'un qui a commis un viol, commet à nouveau un viol, quelqu'un qui est assassiné, c'est pas possible de faire ça comme ça, ce n'est pas... Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de récidive. Oui, mais en même temps, on sait avec les aménagements de peine, avec tout ce que les gens peuvent, toutes ces personnes peuvent bénéficier, on est très vite, surtout dans notre petit pays, exposé à la proximité, voire à la rencontre de son agresseur. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça fragilise encore plus les victimes qui se sentent moins protégées? Bien sûr, une victime, et forcément, quand la victime sait que le détenu va sortir dans quelques temps, la victime le rencontre ou le croise dans la rue, surtout en Martinique, parce que ce n'est pas très grand, c'est un petit département, je comprends la frustration, je comprends l'émoi, je comprends le désarroi d'une victime qui rencontre l'auteur des faits, ou même la famille, ou même vous, madame, si vous croisez ce jeune dans la rue. Il a déjà fait quelques années de détention qui risque de sortir, puisqu'il avait été condamné à 13 années de réclusion criminelle, si mes souvenirs sont exacts. 13 années, on en est à 8 années. Donc, vu sa bonne conduite et son bon comportement, entre guillemets. Vous faites le calcul déjà, Suzy? Ah oui, je suis obligée. Ah oui, parce que n'oubliez pas que j'ai 2 autres fils, là, moi. Hein. C'est pas... c'est vraiment pas évident. Ah oui, beaucoup. Beaucoup dans le sens où... Souniata était quand même totalement défait et brisé par cette histoire. Swami un peu plus fragile, le traduit autrement. Mais moi, c'est surtout en plus tout ce qu'il y a autour. J'ai dû passer tout ce temps à être dans un combat perpétuel, à tenter d'apaiser mes fils, de les faire... mais comment ça se fait que c'était à vous de le faire? Mais à qui voulez-vous qu'il fasse? Surtout dans le sens où, exposé comme nous le sommes là, de par moi, le fait d'être une artiste et d'être sur le terrain et de mener le combat que je mène, et cette volonté où ces gens se sont quand même accaparés carrément notre fils Sidi et en font leur histoire, quoi. Il y a plein de gens il ne se passe pas un jour, hein,
Ou je sors pas, madame, oui, j'ai les photos de votre fils, je plus voir votre fils, je pense à votre fils, il a 105, quand il va sortir, il est ceci, il est cela. Je te cache pas des gens qui m'ont proposé, tiens, je vous donne des sous, pas à peine de me donner des sous, je vais ci, je vais ça. Enfin, des choses horribles, quoi, auxquelles que moi je me passerais bien. Ou de la prison, au téléphone, oui, on a préparé un truc, nous avons pitié ici, nous avons ici, nous avons ça. Ou d'autres qui incitent mon fils Sondiata à rentrer dans une vengeance effrénée, pour dire que nous avons initié, nous avons ouais, c'est affreux, au point de pister la famille, de savoir où ils habitent, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. C'est lamentable. Surtout que je ne suis pas du tout dans cette démarche de rentrer dans une violence effrénée face à ce que Sijiri a subi. Oui, donc c'est très dur. Vous venez de nous dire que quelqu'un qui est en détention va sortir, il est condamné à 13 ans, il va faire 8 ans, 10 ans, il va sortir. Bon, vous êtes, ça sous-entendait que vous étiez contre les aménagements de peine, contre le fait de sortir avant la fin de la peine. Mais ça a son avantage. Ça a son avantage parce que quelqu'un qui va sortir en fin de peine, il sort, il a 13 ans, il va sortir au bout de 13 ans. On ne peut pas le suivre, parce qu'il a exécuté sa peine. Mais quelqu'un qui a un aménagement de peine, on peut le suivre. On peut mettre une interdiction de fréquenter, pas la victime, parce que la victime est décédée, mais la famille de la victime. Une obligation de se soigner. Donc on peut mettre un délai qui peut aller jusqu'à la partie de la peine restant à subir, on peut aller 1 an ou 2 ans de la peine restant à subir. Si quelqu'un sort au bout de 8 ans, il va ça faire 5 ans, on peut aller jusqu'à 5-6 ans de suivi, on peut aller pour le suivi. Est-ce que ces structures de suivi sont suffisamment organisées y a-t-il suffisamment de structures pour accompagner, en tout cas suivre ces auteurs pendant leur période de probation? Il est évident que quand on parle de soins, c'est très délicat parce que les soins ne sont efficaces que si la personne adhère. Oui, c'est déjà. Si la personne... Il faut déjà que la personne soit vraiment malade. Voilà. Parce que est-ce que soit conscient de l'être. Oui, non, mais une obligation. La personne va y aller, mais la personne peut aller faire des consultations et puis ne pas adhérer aux soins. La seule possibilité que nous avons, nous, les magistrats, c'est de réincarcérer la personne qui ne respecterait pas les obligations. Mais sinon, ils sont suivis par le service de probation, par des médecins, ils vont voir les médecins, psychiatres ou psychologues, mais quand on fixe l'obligation, quand on sort avant. Si la personne sort à la fin de sa peine, on ne peut pas le suivre. C'est-à-dire que si il a accompli ses 13 ans, il a assuré ses 13 ans de prison, il est vis-à-vis de la société complètement quitte. Oui, il est complètement quitte. La seule possibilité, c'est si jamais la juridiction qui l'a condamné avait fixé une injonction de soins ou une obligation de soins, voilà, donc, ou un suivi socio-judiciaire. Si on avait fixé ça, oui. C'est-à-dire qu'il aurait fallu lui imposer ce suivi socio-judiciaire avant sa sortie, c'est-à-dire que... Oui, parce que... Au moment de sa condamnation ou juste un peu après, avant sa sortie? Au moment de la condamnation. Mais attention, au moment de la condamnation, le suivi étant une peine, il y a des conditions pour respecter. Toutes les infractions, on ne peut pas mettre un suivi pour toutes les infractions. Mais pour un meurtre, c'est sûr, pour un meurtre, on peut mettre un suivi socio-judiciaire. Je ne me souviens plus si pour ce jeune, il y a eu un suivi socio-judiciaire qui est fixe et qui peut aller en matière criminelle jusqu'à 20 ans. 20 ans de suivi après la fin de la peine. Après, d'accord. Donc on peut imaginer, enfin, je ne connais pas précisément le cadre donc, de sa sanction, on peut imaginer que même s'il assure ses 13 ans, qu'il puisse avoir après ses 13 ans un suivi socio-judiciaire qui l'écarte de la victime, qui le fasse... Et puis ils sont suivis en détention. Ils sont suivis en détention. Il y a le CNPR, comme c'est un mineur qui a commis un fait obligation de l'école, il est suivi sur le plan, parce que les mineurs sont très très suivis en détention. Sauf qu'ils sont nombreux en détention. Est-ce qu'il y a suffisamment de monde Est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour suivre tout ce monde en détention? C'est un quartier spécial mineur. Non, les mineurs sont à part. Ils sont très mal. Ah non, les mineurs sont à part. Les mineurs sont à part, ils sont pas mélangés avec les majeurs. Il y a des conseillers qui les suivent, conseillers pour les mineurs qui les suivent, obligations scolaires, obligations de suivi. Non, les mineurs sont différents. C'est différent les mineurs. C'est pas comme les majeurs. Ils sont suivis particulièrement, puisque la scolarité était obligatoire jusqu'à 16 ans, donc forcément on suit les mineurs. Vous savez, la seule satisfaction que je vais avoir du fait que ce jeune homme va quitter le centre pénitentiaire, c'est qu'à cause de lui, je ne peux pas intervenir en tant que professionnel, puisqu'il y est, et que j'aurai le plaisir en tout cas de continuer mon action, auquel je tiens beaucoup à rencontrer les autres jeunes qui sont justement auteurs de violences, pour pouvoir tenter à partir du dialogue et du théâtre de voir comment ils peuvent renouer avec eux-mêmes et remettre en cause leurs valeurs et leurs actes. Donc c'est la seule satisfaction que je peux avoir en sachant que ce jeune homme, M. Duplessis, va laisser la prison.
Mais sinon, je prends ma liberté de le faire et j'assume pleinement. Mais alors, Suzy, c'est peut-être aussi votre personnalité qui vous permet d'agir et de dire non, plus jamais ça, je continue. Mais est-ce que vous pensez que toutes les victimes, est-ce que vous rencontrez d'autres victimes qui ont eu... Vous savez, je suis une femme particulière. Est-ce que je peux me permettre de dire ça? Je ne sais pas si... Non, pas. C'est-à-dire que de par mon étiquette d'artiste, j'ai un franc-parler, hein. C'est votre étiquette d'artiste ou votre personnalité Peut-être ma personnalité aussi. Oui, le fait que quand je dis artiste, c'est le fait qu'en tant qu'artiste, que j'ai la possibilité de l'ouvrir grand et fort où je veux, quand je veux et quand ça me plaît. Donc je crois que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Mais je crois surtout que c'est le fait, avant même que ce drame ne m'arrive, j'ai toujours été une femme militante et engagée. Et intéressée par la cause de la diaspora et essayer d'analyser, de comprendre pourquoi nous vivons dans un tel malaise. Donc, le fait le fait d'avoir vécu, d'être impliqué directement dedans, n'a fait que renforcer cette fougue et cette rage et ce désir que j'ai de pouvoir encore discuter, encore échanger, dialoguer, pour qu'on tente de comprendre et d'expliquer ce qui se fait là, pour y remédier, tenter d'y remédier. Le procès, comment ça s'est passé? Oh, quelle horreur! 4 ans après. 4 ans après. 4 ans. C'est terrible. Le magistrat, 4 ans, c'est quand même beaucoup. C'est long. C'est long, c'est long. C'est trop long. C'est affreux. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a... C'est vrai, beaucoup d'affaires dans l'ordre de priorité. priorité. On ne peut pas faire mieux, il n'y a pas de... Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Quels sont les axes d'amélioration possibles? Parce que c'est vrai que j'entends tout le temps, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'affaires, c'est long. Vous pensez que ça dépend des affaires. C'est une torture? Oui, comme dit Mme Sénégal, ça dépend des affaires. Mais quand vous avez dans un procès, c'est un procès criminel, puisque c'est la cour d'assises, quand vous avez dans ce procès, vous avez des expertises psychiatriques, psychologiques, vous avez des auditions, il y a pas mal de choses. Et quand ça arrive pour juger la personne, il faut convoquer une cour d'assises. Vous déplacez 9 jurés, 6 jurés maintenant, puisque la loi a changé. Et donc et c'est par session la cour d'assises, c'est pas comme un tribunal correctionnel qui va vous juger 2 ou 3 audiences par semaine. Et 2 ou 3 audiences par semaine, quand je jugeais en correctionnel, il y avait 20 dossiers dans une affaire, tandis qu'aux assises, avec un dossier ou 2 dossiers. Et qu'est-ce que la justice propose aux victimes pour atteindre ces 4 ans, voire parfois plus? 4 ans, c'est pas mal, il y en a qui durent plus longtemps. Bon. C'est déjà bien 4 ans. 4 ans, c'est déjà pas mal, mais il y a déjà eu des délais plus longs. Ça dépend. Vous n'allez pas me contredire. Non, je ne vais pas me contredire. C'est vrai, il y a des dossiers qui sont plus longs, plus ou moins. Mais alors, qu'est-ce qui est mis en place en attendant pour que ces victimes soient prises en charge par la justice? Qu'est-ce qu'elle propose à la justice, à la victime? Puisqu'elle est en fait responsable de ce délai. La personne n'est pas jugée. On ne peut rien lui proposer. Donc vous ignorez complètement les victimes. On n'ignore pas. C'est pas le mot juste. Bon, écoutez, dites-moi bien, alors, dites-moi le mot juste. On est là pour ça. Dites-moi le mot juste alors. La victime n'est pas ignorée. Écoutez, si vous dites que tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de victime. Oui, mais on ne va pas dire qu'on l'ignore également. Donc, parce qu'on sait bien qu'il y a une victime. Donc, et si la victime veut intervenir, peut toujours demander au juge d'instruction d'être entendu, peut toujours venir voir les associations. Comment? J'ai beaucoup fait ça, c'est-à-dire que j'étais très méticuleux sur surtout les expertises qu'on m'a renvoyées là, de ce jeune homme avec les termes. Je dis, attendez, comment vous pouvez me dire que vous traitez ce jeune homme de ci, de ça, alors que par rapport à ses actes et tout, j'ai remis en cause beaucoup de choses comme ça, et heureusement que je l'ai fait. Oui, parce que je crois que ça a permis, d'ailleurs c'est le conseil, votre question était, est-ce que ça m'a mis en contact avec beaucoup de gens. Donc j'étais en train d'expliquer que je suis quelqu'un qui effraie des fois, qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à aborder. Parce que c'est pas évident, Madame Tala. C'est chose qui ne me déplaît pas du tout. Ça permet de garder une certaine distance sociale. Oui, tout à fait. Mais en même temps, quand on découvre, on se dit, elle est quand même gentille, pas mal, même de rien. On a dit ça, mais quand même. Mais donc, ce qui fait que, par rapport à ça, il n'y a pas beaucoup de... Il y a des mamans qui ont tenté, mais qui n'ont pas osé. Dire, mesdames, messieurs, madame, je vois à la télé, vous parlez et tout, vous me faites peur. Et par contre, pour Guyani, le jeune homme qui a été tué à Chelchia pour un mauvais regard, sa maman, nous sommes maintenant proches. On ne se voit pas beaucoup, mais on pense beaucoup l'une à l'autre. À son procès dernièrement, je me suis rendue pour l'accompagner, l'assister un petit peu.
Et elle est venue me voir, elle a pris son courage à deux mains. On s'est donné rendez-vous à l'Atrium. J'ai rencontré avec son mari, avec sa sœur. Et ça a été, ça a été très intéressant parce qu'en fait, c'est plus sa sœur qui l'a poussée à venir me rencontrer. Et elle avait envie de savoir comment je fais. Parce que c'est dur, elle sent que... Et comment je fais? Je dis, mais je fais avec et je peux pas, j'ai pas le choix. Donc il n'y a pas en fait de groupe organisé où on mutualise l'expérience en tant que victime? Non, justement, c'est ça qui est dommage. Oui. Et à un moment même, parce que je tiens un mémorial pour Sidji depuis son assassinat, chaque année, et à un moment j'avais envie d'impulser un truc, à savoir qu'on se retrouve, nous les mamans, autour d'une table pour en parler. Mais pas seulement les mamans victimes, mais les mamans également des assassins. Pour voir comment on peut discuter, et on peut échanger et comprendre un peu ce qui se passe. Parce que c'est un drame pour les deux familles. Bien que dans mon cas, et dans le cas de certains, ça a été très dur à entendre la mère affirmer et justifier le fait que son enfant ait fait ça. Il y a d'autres victimes qui m'ont rencontré et qui me disent « Ah madame, j'attends tellement votre procès, j'ai besoin de savoir comment vous allez faire, parce que la justice, c'est pas évident. Je croise l'assassin, il passe devant chez nous, il nous nargue, il se passe ci, il se passe ça, il a été libéré, on lui a rien fait. » Des choses qui sont quand même insensées à se dire que les gens sont en attente de voir, vu qu'ils n'ont pas pu gérer, attendre, voir comment moi je vais réagir en tant qu'artiste, en tant que maman auteur impliquée, pour voir comment j'arrive à m'en sortir et comment je peux leur donner également des solutions. Donc avec la maman de Guiani, ça a été vraiment des rencontres, des échanges au niveau de son boulot, où elle s'est retirée un petit peu. Je dis que c'est pas trop la solution, t'enferme pas. Et puis beaucoup, je crois que je l'ai beaucoup aidé par rapport au regard de l'autre. Quelque chose où je suis moi très OK avec ça depuis très jeune, mais c'est difficile. Je dis ça beaucoup à mes élèves. Beaucoup d'entre vous passez à côté de vos vies parce que vous êtes soucieux de ce que l'autre pense de vous et pas assez en phase avec vous-même. Ah ben, elle a eu beaucoup de mal par rapport au regard de l'autre. Tu te rends compte, je passais là, elle m'a dit, ben, Gali, Kari, si tu ris, on te dit, tiens, Gali, Zakari, si on te trouve tel endroit, Gali, ce qu'on si, tel machin, qu'on si, eh bien, ça va bien. Ça va bien. Et ça me disait, mais comment tu fais? Parce que moi, je supporte pas ça, quoi. J'ai dit, mais écoute, je fais avec. Ça m'a valu quand même, comment dire, que mon fils soit ne veuille plus sortir avec moi dans les rues pour me dire, maman, comment tu fais pour supporter? Et puis, parce que ça n'a plus été, M. Galva, c'est la chanteuse, la comédienne, la metteur. Ah, c'est Madame Blanc que tu es Ishlia. Ça va bien, madame? Ça va mieux maintenant, je vous vois bien. Qu'est-ce que tu réponds face à ça? Tellement que l'histoire de ça va bien, je ne peux plus jamais aller bien, moi, dans ma vie. Comme je dis, comme on dit les anciens, je tiens la position. Quelle est la place de l'ignorance, justement, et d'où l'intérêt de faire ce genre d'émission? Comment peut-on poser une question comme ça, dire ça va bien? Est-ce que c'est pas l'ignorance, ou est-ce que, selon vous, ce serait peut-être aussi une sorte de mécanisme de défense, se protéger contre quelque chose qui, en réalité, est très douloureux? Comment l'expliquer? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal à l'expliquer, en tout cas, pour l'avoir vécu. D'ailleurs, il y a peut-être 2 ans de ça, je rencontre un monsieur dans une grande surface et qui me dit, ah, comment vas-tu et tout là. Il me dit, maman, là, quand tu veux la position. Ah, tu sais, je l'ai vu à la télé, je t'ai vu à la télé. Tu peux pas arrêter, pourquoi tu t'habilles toujours en noir, ou en noir en zéro, et puis toujours qu'à parler de lambeau. Fini et puis ça. Alors, je le regarde. J'écoute, ce que je peux te suggérer, c'est que quand tu me vois qui parle encore de ça, éteins la télé ou bien change de chaîne, mais tu ne pourras pas m'empêcher de pouvoir parler de ça, parce que ça fait partie de ma vie. L'histoire que je m'habille en noir, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est la même chose. C'est lié à cela, le fait qu'effectivement... Non, pas du tout, pas du tout, non. C'est pas lié à cela. J'aime beaucoup le noir, et puis en tant que professionnelle, dame de théâtre aussi, c'est une couleur que j'affectionne particulièrement, surtout quand je fais mes interventions en milieu scolaire, pour bien me différencier des étudiants, mais sinon non, moi j'aime bien le noir. Alors l'expérience de ce que Suzy évoquait, Étienne Sidé, j'avais envie de vous en parler, ces groupes de mutualisation, de parents de victimes, parents, familles d'auteurs. Je crois qu'il y a une expérience comme celle-là à Nanterre, j'avais vu. Oui. Mais qu'est-ce ce que sont ça... les associations qui organisent ça. Mais qu'est-ce que la justice ne peut pas. Oui, mais ce sont des ça, quel sens associations. c'est pour Ce sont pardonner. des groupes de parole, non? Des groupes de parole. Qu'est-ce qu'on mutualise avec la famille de l'auteur? Là, je peux comprendre qu'on mutualise avec les victimes, mais qu'est-ce qu'on peut mutualiser avec la famille
de l'agresseur, par exemple? C'est pour mettre ces personnes en communication, pour éviter, pour comprendre ce qui s'est passé. Je pense que et à Martinique, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas de ce genre bien malheureusement d'association, ce genre de réunion, de groupe de parole entre la victime et l'auteur, ou bien la famille de la victime et la famille de l'auteur pour en discuter. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens se chamaillent, se disputent. Autant de conflits. Voilà, des conflits. Je pense que, des comme vous projets dites, qui pourraient être mis en place. oui, des projets qui pourraient être mis en place financés d'ailleurs pour par la justice, parce que qui financent des associations socio-judiciaires qui ont des projets. Vous savez, quand la peine est exécutée, la personne est sortie et sort de détention, il faut des relais à l'extérieur. Il faut des relais pour qu'on puisse suivre quelqu'un. Nous, la justice n'a pas des moyens, sauf si par l'aménagement de peine, on peut le suivre. Mais s'il n'y a pas d'aménagement de peine, on ne peut pas suivre. Je pense que les relais qui doivent exister, et quand, à la sortie de détention, soit c'est les associations, ce sont les associations, soit les municipalités. Ce sont les municipalités qui doivent organiser. Je connais quelques représentants de certaines communes où le maire ou ses adjoints vont au centre pénitentiaire récupérer la population de leur commune pour essayer de créer quelque chose à la sortie pour suivre ces personnes. Mais toutes les municipalités ne le font pas parce que la justice, nous n'avons pas tous les moyens pour le faire. Vous comprenez? Donc je pense que le suivi d'un détenu ou des personnes délinquantes, c'est par des associations ou par la municipalité. Donc c'est laissé au gré des politiques oui, parce locales. Que nous, on n'a pas la possibilité, la loi ne donne pas la possibilité au SPIP, au juge de suivre quelqu'un qui a exécuté sa peine, sauf dans le cadre de services judiciaires. Oui, bien sûr, c'est encadré. Voilà. C'est pas pareil. Mais en dehors de ça, toutes les petites infractions, des agressions, il n'y a pas de suivi. La personne sort de détention, est livrée, des fois il n'y a pas de travail, des fois il n'y a pas de logement, des fois quand tu rentres dans la cité. Parce qu'il faut vous dire que la violence, le problème c'est dans la cité. C'est dans la cité. Vous avez tellement de personnes qui ont un problème mental. Et qu'il n'y a rien dans les cités pour organiser. Il peut y avoir des dialogues dans certaines cités pour faire parler tous les jeunes dans la cité pour éviter ce problème. Parce que les hôpitaux psychiatriques, ils traitent la faim. C'est déjà malade. Absolument. Il faut traiter avant. Alors, si on ne traite pas avant, vous avez après la délinquance. Sauf que vous avez peut-être tous, en tout cas les magistrats et tout le parquet, l'autorité qu'il faut pour insuffler ces politiques publiques auprès des pouvoirs. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les rencontrer en leur disant, voilà, c'est aussi possible pour vous, élus locaux, de mettre en place Si, vous avez pas mal de communes qui ont un comité local de la prévention de la délinquance. D'accord. Le local de la prévention de la délinquance qui prévoit dans leur commune comment organiser la délinquance. Donc, on a signé le CDAD une convention avec le Lorrain il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de municipalités, le Fort-de-France en a, il y en a d'autres qui ont des conseils locaux de la prévention de la délinquance. Voilà, Vauclin va venir. À partir de ces institutions, on peut créer quelque chose. Mais toutes les communes ne sont pas encore dotées de ce comité local de prévention de délinquance. La chance que j'ai par rapport, vous parliez de moyens, c'est qu'il y a une association qui s'est créée, qui porte d'ailleurs le nom de Sidjiri. Et la chance que cette association a, c'est d'être encadrée autant par... d'ailleurs, j'entends les remercier d'ailleurs de profiter de votre antenne. Que ça soit la préfecture, que ça soit le conseil régional, le conseil général, et également la DAC, donne la possibilité de pouvoir justement nous permettre d'agir au sein des établissements scolaires pour pouvoir faire de la prévention. La DAC, c'est la Direction des affaires culturelles. Culturelles, tout à fait. Et qui aident et qui soutiennent tout à fait ces projets-là pour pouvoir continuer à être sur le terrain, pour pouvoir tenter en tout cas de mettre un frein à cette violence qui ne... Est-ce que vous avez été au moins aussi sollicité par les associations d'aide aux victimes? Est-ce que vous les connaissez, ces associations d'aide aux victimes? J'en ai entendu parler, en effet, mais c'est ce que je déplore. Il n'y a pas de fusion qui se fait, justement, entre les différents acteurs qui sont sur le terrain pour affronter ces problèmes récurrents. Et également, il aurait pu y avoir également des échanges de pratiques. C'est-à-dire que moi, intervenant souvent beaucoup en étant sur le terrain depuis 8 ans déjà,
Il y a le Lamentin, que je travaille avec eux justement cette année. J'ai beaucoup travaillé aussi également avec le François. Énormément avec, je suis en contact beaucoup avec le collège de Terreville. Et tout ça fait que, en prenant le cas, comme disait monsieur, par commune, si on pouvait justement tenir des réunions, des colloques, des échanges pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où on en est, quelles choses qu'on peut expérimenter, pour voir comment on peut ensemble pallier à tout ça, ce serait vraiment génial. Est-ce que vous êtes en train de me dire, là, tous les deux, qu'il y a encore des efforts à faire pour... toujours des efforts à faire. Oui, il y a toujours, mais est-ce que les choses sont la là, volonté politique, est-ce qu'elle existe au moins déjà de faire bouger, très sincèrement, la question de la délinquance dans notre pays? Ah oui, il y a une volonté. Il y a une volonté politique bien perceptible. Tout à fait. Ah oui. Okay. Je crois que tous les corps... Après, c'est les moyens peut-être qui... Exactement, qui suivent pas. C'est pas toujours évident, parce que bon, il y a quand même des exigences. Il y a, par exemple, moi, pour intervenir en tant qu'artiste en milieu scolaire, j'ai dû avoir l'agrément de la DAC pour ça. Donc je crois qu'il y a quand même des critères auxquels on ne peut pas déroger. C'est-à-dire que face à un problème comme celui-là, les outils, en tout cas moi je suis convaincue, je le dis encore, l'art pour moi reste un outil fondamental qui devrait permettre de répondre à tous ces maux de la société. Et ce n'est pas suffisamment utilisé. Vous voulez me dire, en dehors de... une fois qu'on est reconnu comme victime, parce qu'il faut le procès, si j'ai bien compris, Monsieur Zidé, pour qu'on soit vraiment... Il faut pour l'indemnisation. Oui. Alors, sur ces questions, justement, est-ce que l'indemnisation est systématique? Comment la justice veille au grain à ce niveau-là? Est-ce que il y a une vigilance judiciaire pour que les victimes soient indemnisées? J'aime tellement le sourire du monsieur. Non, mais vous aussi en parler, parce que vous êtes victime, vous avez peut-être mieux pour en parler. Bien sûr. Comment ça se passe? Effectivement, quand cette personne a un avocat, cette personne formule une demande devant la juridiction pour avoir une indemnisation. Bon, la justice peut mettre en place certains verrous, certaines choses pour indemniser, comme la civile, comme ça, il y a des institutions pour l'indemnisation des victimes. Mais c'est la personne même qui formule une demande d'indemnisation. Mais une fois que l'indemnisation est fixée, n'oubliez pas que nous sommes dans un domaine le pénal. Dans le domaine pénal, peut-être l'auteur n'a peut-être pas d'argent pour indemniser. Il n'est pas solvable, oui, mais bon. Il n'est pas solvable. Qui c'est qui prend en main? Voilà. Dans certains cas, par exemple en matière de violence, dont l'incapacité est supérieure à 1 mois, ou en matière de viol, de meurtre, d'attentat, la CIVI peut indemniser, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, il faut que je traduise, peut indemniser la victime et la CIVI peut. Non, indemnise. Systématiquement. Oui, mais c'est une juridiction particulière parce qu'elle n'est pas obligée de respecter l'indemnisation fixée par la juridiction. Elle peut mettre moins, parce qu'elle est indépendante, c'est une juridiction. Mais le plus souvent, elle reste elle essaie d'être dans la marge avec la juridiction. Fixée par la juridiction. Elle indemnise et c'est la CIVI qui récupère par la suite l'argent auprès de la personne. La personne est détenue. Il faut savoir qu'un détenu, si le détenu travaille au centre pénitentiaire, ce qu'il gagne est divisé par 3. Une partie pour la sortie, quand il va sortir, une partie pour l'indemnisation des victimes et une partie qu'on appelle cantinable, il fait faire ce qu'il veut. C'est comme ça que ça se passe. Donc la CIVI peut, si la personne travaille, ou si la personne reçoit de l'argent, attention, si la personne reçoit de l'argent, c'est aussi divisé par 3, dès qu'il y a de l'argent sur le compte nominatif de la personne. Donc il peut avoir une indemnisation pour les victimes par le biais du travail effectué par la personne détenue. Bon, si la personne ne travaille pas ou ne reçoit pas de subside ou de rien du tout, bon, il n'y a pas d'indemnisation, la CIVI attend que la personne... Donc ça c'est... C'est une possibilité. Que la personne ou c'est la société qui tout compte fait rembourser non, pas du tout. C'est pas nos impôts qui financent. Parce que finalement, c'est encore nous qui trinquons. La CIVI et l'indemnisation, c'est fait par le fonds de garantie. Le fonds de garantie est alimenté par une partie de sommes par les assurances. D'accord. Attention, c'est le fonds de garantie. C'est le fonds de garantie qui indemnise, qui intervient auprès de la CIVI. Ce n'est pas les impôts. Et ça prend beaucoup de temps, Suzy? Oui, quand même. Ça prend du temps. Ce sont des procédures qui ne sont pas évidentes. Comme monsieur disait, ça dépend de l'avocat aussi, comment, en fonction du dossier assidu et tout qu'il puisse... Mais en tout cas, face à cette indemnisation, j'avoue, pour l'avoir dit aussi aux peu de mamans qui sont venues me voir,
que c'est une partie qui pour moi reste très importante. Dans le sens où, par rapport à l'agresseur, pour moi c'est le seul moyen de lui faire prendre conscience en fait de l'acte qu'il a commis. Ce n'est pas monnayable, hein, c'est évident. Bien sûr. Mais j'entends avec les difficultés économiques en fait, du système de tout ce que nous vivons, que ça reste quand même une contrainte de pouvoir prendre l'engagement de dire que oui, j'ai fait cette connerie, mais je dois payer de cette connerie que j'ai faite. Et je crois que pour les victimes qui ne reçoivent pas cette indemnisation, ça doit être terrible. Parce qu'en tout cas, pour moi, ça a été. Parce qu'il y a des victimes qui ne reçoivent pas. Ah ben, écoutez, oui, je sais pas, moi, dans le cas où si les avocats, selon comment les choses ont été décidées, j'en sais rien. En tout cas, il y en a. J'ai des gens qui m'ont abordé en disant qu'ils étaient dans une très grande souffrance par rapport à cette histoire d'indemnisation parce que ça n'avait pas abouti dans le sens de ce qu'ils souhaitaient. Donc vous pensez que c'était pas évident ? Je voudrais conseiller à chacune des victimes d'adresser leur relevé d'identité bancaire au centre pénitentiaire si la personne est détenue. Parce que ça nous est arrivé, mais bien sûr, ça nous est arrivé de ne pas pouvoir indemniser parce qu'on ne sait pas à qui indemniser. Parce que il est prévu, moi quand j'étais chargé d'application des peines, je pense que mes collègues doivent faire la même chose que moi, l'indemnisation des victimes était un des critères pour avoir des remises de peine. D'accord. Attention. Okay. Si la victime n'était pas indemnisée, on pouvait refuser une libération conditionnelle. On pouvait lui dire vous n'avez pas droit à des remises de peine parce que vous n'indemnisez pas la victime alors que sur votre compte nominatif, il y a tant de sommes. Et bon, j'ai le parquet, le procureur qui assiste et qui regarde le compte nominatif. Il peut estimer que donner 10 euros, 15 euros par mois n'est pas suffisant par rapport à ce qui est porté sur votre compte nominatif. Donc si vous ne l'augmentez pas, vous n'avez pas de remise de peine. Mais vous êtes en train de me dire en fait que les victimes doivent encore se faire connaître. Mais oui, parce que. Mais elles sont censées être reconnues par des autorités judiciaires. Ah non, c'est possible. C'est possible. Une victime ne dépose pas un relevé d'identité bancaire quand elle va à l'audience. Non, mais une victime est connue par vous. Oui, mais parce que... Vous voyez les victimes de temps en temps quand vous étiez magistrat. Vous les voyez, les victimes, vous les receviez. Bien sûr. Et bon nombre de victimes sont venues me voir. Bon nombre de plusieurs personnes sont venues me voir. Me demander des explications, quand la personne va sortir, comment ça se fait. Quand Ducos écrit à une personne pour l'indemnisation et ne reçoit pas en retour un relevé d'identité bancaire, l'argent est mis de côté, comme je vous ai dit déjà par toi, et si personne ne le demande, on redonne l'argent à la personne. Attention. Bien sûr. Bien sûr, il ne va pas conserver l'argent puisque la personne est libérée. Il y a beaucoup de dossiers que Ducos écrit, le comptable, on n'a pas de réponse. La personne dit, bon, je ne vais pas avoir affaire à cette personne qui a tué ou violé ma fille ou mon fils, donc je ne réponds pas. Mais la personne ne sait pas, il faut répondre. Il faut répondre. Parce que ça peut nul n'est censé ignorer la loi. Mais on a l'impression quand même que les gens ne sont peut-être pas suffisamment aidés psychologiquement. Alors, sur ces questions-là, le soutien psychologique. Il n'y a pas, nothing. Nothing pour vous. Non, je n'ai pas eu ça. Pas connu ça du tout. Et c'est ça qui est dommage, hein, d'ailleurs, hein, parce que, bon, comment vous dire, j'ai tenté, j'ai voulu à un moment que mon aîné soit suivi par un psychologue. Oui. Mais bon, je pense que vu qu'il est majeur, non, il m'a dit quoi, je connais des questions, je connais les réponses, qu'est-ce que j'allais faire là, dire quoi, raconter ma vie à qui. Mais j'avoue que ça m'a posé un gros problème pour ma famille à un moment. Et là aussi, pas de réponse, pas de soutien de ce côté. Non, du tout. Ça se passe différemment maintenant. Ni auprès de la municipalité, ni au niveau de la Ça se passe différemment maintenant. Là, ça faisait 8 ans, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais non, parce qu'il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité pour une victime, c'est de produire devant la juridiction un relevé de frais, comme quoi cette personne a été suivie sur le plan psychologique et demander des dommages-intérêts. Ça se traduit par des dommages-intérêts. Ou de dire, l'avocat doit dire lors de la condamnation, il faut donner telle somme parce que la personne a besoin d'un suivi psychologique compte tenu de l'expertise psychologique qui existe dans le dossier pour la victime. Mais nous, la juridiction, le tribunal n'a aucune possibilité d'imposer un suivi à une victime. Mais je ne veux pas me faire l'avocat du diable. De toute façon,
on dirait que c'est un peu ma place ici, mais enfin tout de même, les auteurs, les infracteurs, les agresseurs sont bien suivis comme des coqs en pâte en prison. Vous vous disiez justement qu'il y a tout un grand dispositif. Et puis les victimes à l'extérieur, il faut qu'elles financent, il faut qu'elles montrent patte blanche pour qu'elles soient éventuellement remboursées. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, il y a quand même une certaine injustice pour les victimes? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on n'a pas suffisamment pensé le soutien des victimes dans nos politiques pénales en général? Je ne sais pas si on peut parler d'injustice. Moi, je dirais aussi que la victime, bien sûr, il faut que la victime fasse beaucoup de démarches pour arriver à se faire entendre. Mais elle est sidérée, la victime. Elle est dans une position générale où elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est extrêmement touchée par le deuil, par le trauma. Et on lui demande en plus, alors à ce moment-là, de faire les démarches. Sauf que je rappelle tout de même qu'il y a quand même, on peut aussi le rappeler, qu'il y a des associations de victimes dont c'est le rôle, effectivement, d'accompagner. J'allais y arriver parce que vous avez à Martinique une association de victimes, la DAVIM. La DAVIM qui s'occupe, et depuis 1985, dans toutes les juridictions, il y a un bureau d'aide de victimes. Il y a la DAVIM pour le tribunal qui aide, qui accompagne, qui protège pour les victimes. On peut retrouver aussi à la Maison de la Justice sur la Montagne. Oui, mais c'est le même. Il faut rappeler ça aux victimes. C'est la DAVIM. Donc, la DAVIM, mais là, quand une victime, de toute façon, à l'enquête, on leur dit ils peuvent aller vers la DAVIM. La DAVIM, l'association d'aide aux victimes, est là pour aider les victimes à effectuer les démarches. Quelles démarches effectuer pour avoir l'indemnisation, trouver un avocat, etc. Donc, mais rappelez-moi, est-ce que le statut de victime, on l'a seulement à partir du moment où l'auteur a été condamné, ou alors le statut de victime peut être reconnu dès lors que l'infraction est constatée? Non, on est victime. Il faut attendre le jugement? Non, pas du tout. On est victime dès que l'infraction est commise. On est victime. Mais pour une victime, pour que la victime se dit je suis vraiment victime, c'est quand la personne est condamnée. On se dit, et enfin, le procès est terminé, la personne est condamnée, ou la personne a reconnu ou n'a pas reconnu les faits, le statut de victime, on est victime de l'infraction, c'est certain. Mais pour une victime, je sais que c'est très dur, très difficile d'arriver, mais c'est les associations qui doivent prendre le relais, pas la justice. La justice ne peut qu'indemniser. Tout ce qu'on fait, ça se traduit par de l'argent. On n'a pas de système pour accompagner une victime. C'est la victime qui doit produire ses factures pour avoir des démarches d'intérêt, soit un suivi psychologique, mais nous, on n'a pas ça. Ce sont des associations qui doivent prendre le relais. Alors, n'empêche que sans aide psychologique, sans soutien, on est parfois envahi par des sentiments qui sont parfois douloureux, voire une révolte qui peut ronger. Comment vous avez surmonté ça? Est-ce que vous aviez des outils particuliers? Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ça? Sans soutien psychologique. Je crois que c'est beaucoup lié à mon métier. Pour donner des cours de développement personnel, d'estime du soi, et animer des ateliers d'improvisation, de théâtre, je crois que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où ça reste encore aller vers l'autre et échanger. Et cette soif de dialogue et d'échange que j'ai, je crois, m'a permis et me permet encore aujourd'hui de pouvoir faire face à cette situation. En discuter, en parler, échanger, témoigner me permet de tenir la position, comme je dis. Parce qu'à ces moments-là, je sens que l'échange est constructif, m'aide pour ma projection dans le futur, en me disant que le fait de pouvoir, en tant que maman victime de ce drame-là, d'en parler et de discuter avec et les jeunes et les adultes, et à eux leur permet d'avoir certaines réponses face à un questionnement, et moi-même me permet d'être en phase avec moi-même face à ce drame. C'est pour ça que beaucoup de gens sont gênés et me disent « Ah, tu sais, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. » Non, la plaie, elle est là et c'est indélébile. Hein. Et comme on dit, c'est couteau seulement qui savent ça qui est un Jérôme. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, en fait. Sauf que c'est quand même un travail. Parce que c'est un travail immense, c'est sûr. C'est pas gagné d'emblée, quoi. Non, du tout. Il faut travailler cela entre le moment constamment, traumatique journellement. Et puis le moment où on se dit, bon, ok, ça fait partie de ma vie, on
fixe ça dans sa mémoire épisodique, mais en tout cas, avant ça, il y a quand même le trauma. Mais qui a la place médiatique la plus marquée, selon vous? Les auteurs ou les victimes? De qui on parle le plus en général? Qui se sent le plus isolé? Qui est-ce qui est plus mis en avant par les médias? Victimes ou auteurs? La question ne me plaît pas vraiment, savoir qui est plus ou pas. La question n'est pas ça pour moi. La question est que ça soit l'un ou l'autre, comment s'en sortir et comment se sentir dans une société comme celle-là, sachant que les problèmes persistent et qu'il n'y a pas de solution qui semble, en tout cas, prétendre enrayer totalement ce phénomène-là. Et ce qui fait que non, je sais pas. Je sais simplement que c'est très dur et très difficile. On n'a pas le sentiment qu'on parle beaucoup des auteurs et que les victimes sont peut-être mises un petit peu en... Ça dépend d'infraction. Si vous prenez l'assassinat, par exemple, cet assassinat du fils de Madame Zinga, vous avez deux familles meurtries. Vous avez la victime qui a 15 ans, l'auteur à peine 16 ans. Donc forcément, les parents de l'auteur et les parents de la victime se retrouvent pris dans cet engrenage de violence et se demandent pourquoi. Donc parler de la victime ou parler de l'auteur, je pense que ce sont les médias qui veulent orienter soit vers l'un, soit vers l'autre. Mais nous, à la justice, on prend en considération les deux personnes, que ce soit victime ou auteur. L'auteur est mieux loti. Oui, parce que c'est dans le la sens procédure. où cette dame a quand même le loisir d'embrasser encore son fils, de rencontrer, d'échanger. Elle aura le loisir de le voir devenir papa, le loisir de le voir évoluer et s'affirmer dans sa vie. Alors que moi, je reste là avec mes souvenirs et mon questionnement. Chaque chose me ramène à Sidi en disant tiens, il allait faire ça, à ce moment-là, ça aurait pu être ça, ça aurait été ci. Et voilà, c'est pour ça que je dis que, pour répondre sincèrement à votre question, non, l'auteur est mieux loti que la victime. Ah oui, si vous vous placez sur le terrain de la souffrance, puisque sur le terrain de la souffrance, la victime est... L'auteur est mieux loti, si vous voulez, la souffrance. Nous, on parlait du drame entre les deux familles. Je parlais du drame entre les familles, l'auteur et la victime. Vous dites que si on parle de la souffrance, quand on est sur le terrain de la souffrance, la victime est... La victime est plus pénible que l'auteur, forcément, puisque sur le terrain de la souffrance, madame a perdu son fils ou dans d'autres circonstances, c'est un viol, c'est une agression, c'est la victime, elle est victime. Donc elle n'a rien demandé à personne et se trouve brusquement dans ce scénario. Mais l'auteur, c'est différent, il est protégé par le code de procédure pénale, par les différentes enquêtes, par tout ce qu'on fait, donc c'est pas la même chose. Je vous propose d'écouter une intervention un ou une des téléspectatrices ou téléspectateurs au 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir. Aïe, voilà, vous avez bien compris qu'il faut réduire l'intensité de la source sonore qui est à côté de vous. Bonsoir. Oui, du coup, il a complètement disparu. Mais j'ai l'impression que le monsieur qui a le tailleur noir, il a fait le cacher certaines choses. On n'a rien à cacher. Les victimes sont toujours victimes dans toutes les situations. Oui. Et elles ont tort, et les victimes ont tort d'être victimes. Dans toutes les situations. Oui. Et ils ne cachent rien. Quelqu'un tue une autre personne, me dit qu'il a 15 ans, 16 ans, il n'avait pas à tuer, il n'avait qu'à chercher un travail à faire, il n'avait pas à tuer. Oui. Alors donc la victime est toujours victime, mais elle restera toujours victime. Et moi de mon côté, je trouve la meilleure solution, c'est de rendre la personne son coup. Ok? Et là on sera dévictimisé. Merci, allez au revoir. Oui, mais est-ce que vous pensez que... Mais la justice est faite là justement pour réparer la victime. Est-ce que vous pensez que le système judiciaire ne répare pas les victimes? Oui, vous m'entendez? Je crois qu'elle a dû partir. Bon. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas que... Vous pensez... me donner de l'argent pour mon enfant qu'on a tué. Mais non. Non, la victime ne répare pas. Je crois que la liaison est un petit peu difficile. Hervé, si tu peux nous aider à reprendre cette conversation avec madame, qui disait... Oui, on vous écoute. J'ai coupé. Oui. Et autre chose, on s'occupe beaucoup plus de ces gens-là que de la victime. On s'occupe beaucoup plus de... Vous avez tort, je vous ai dit, d'être victime.
dans le système français. Vous avez tort. Il y a des choses qu'on ne fait pas en Dominique, on le fait en France. Pourquoi on le fait? Parce que vous avez tort d'être français et vous avez tort d'être victime en France. Voilà. Vous pensez que ça se passe mieux ailleurs, c'est ça? Pardon? Vous pensez que ça se passe mieux ailleurs, dans d'autres nations? Il y a des choses qu'on ne fait pas en Dominique. Ah, ouais. D'accord. En Dominique, à Théola, aux Antilles, il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on veut le faire ici. Moi, je crois que la justice française, il y a beaucoup de choses à revoir. Comment vous expliquez quelqu'un, un enfant de 15 ans, 16 ans, en train de tuer? Allez chercher, donnez-lui. Ils sont en prison, ils montent sous la toiture pour demander la télé. Alors que moi, que je n'ai pas payé mon eau, on coupe mon eau. Je ne monte pas sur ma toiture, je me débrouille pour payer. Mais ils demandent de l'eau, ils demandent la télé, ils n'ont pas assez de chambre. On n'a qu'à les mettre par terre dans un hangar. Comme avant. Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez que le magistrat puisse dire les choses vraiment. C'est quelqu'un qui est réputé pour dire en plus vraiment ce qu'il pense. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il dise? Mais non, mais il faut qu'il reconnaisse que la victime a toujours tort. Mais oui, il ne faut pas essayer de dire oui, on n'est pas rien. La victime a toujours tort. On a toujours tort d'être victime. Il faut s'arranger pour n'être jamais victime. On va lui demander, hein. Monsieur Zidé, madame pense que la justice va toujours donner tort à la victime. Mais bien sûr. Non. Oui, rassurez-la. Non, on ne peut pas dire que c'est pareil. Vous dites deux enfants, un d'entre lequel s'est tué, les deux familles sont en crise. Mais non, ils n'avaient qu'à ne pas tuer, ils n'avaient qu'à chercher quelque chose à faire. Ils entrent en prison, ils demandent une télé. Et ils trouvent toutes sortes de droits pour leur dire oui, la prison n'est pas ceci, la prison est trop petite. C'est quoi ça? C'est quoi? On doit mettre ces gens-là dans des cachots pour leur apprendre à respecter les gens. Très bien, merci de votre intervention. Je vous sens encore très révolté, mais Monsieur Zidé va vous répondre et vous dire un peu. Elle mélange deux situations. Elle mélange la situation. Vous pouvez raccrocher, vous allez l'entendre. Merci d'être venu. Elle mélange la situation du détenu, la personne qui a commis les faits, qui est en détention, qui a télévision, portable, etc. Et elle nous dit en même temps que la victime a toujours tort. Mais non. On ne peut pas dire aux yeux d'une juridiction qu'une victime a toujours tort. C'est l'impression qu'elle a. Est-ce que vous pouvez lui donner le sentiment contraire? Non, si, bien sûr, il y a le sentiment contraire. La justice tient compte de... C'est évident. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, je dis que c'est vrai que l'auteur a plus de facilité parce que l'enquête est menée par les forces de l'ordre, le procureur suit l'affaire, ça va devant une juridiction, le juge d'instruction intervient pour auditionner l'auteur et ça met 4 ans pour que ça sorte. Oui. C'est vrai que placé à ce stade, on peut dire que l'auteur a plus d'avantages. Mais la victime, non, on ne peut pas dire que la victime est ignorée dans le service du judiciaire, pas possible. Je pense que la victime qui a un avocat, quand il vient devant la juridiction, la victime est prise en considération, forcément. Et puis il y a les associations, vous avez la DAVIB qui intervient, on ne peut pas dire qu'une victime est ignorée par la justice. Mais après, quand vous entrez dans le domaine pénitentiaire et vous cherchez à savoir si quelqu'un a un téléphone portable, si quelqu'un a une télévision, bon, je comprends ce que dit madame. Bon, je ne vais pas faire un débat seul avec elle sur le système pénitentiaire en France. Donc je ne sais pas si ailleurs c'est différent ou ça se passe mieux, mais je pense qu'en France, nous avons beaucoup de lois qui protègent les victimes. Et de plus en plus, c'est vrai, avec une nouvelle politique pénale, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais ce que madame dit, vous aviez l'air un petit peu de comprendre ce qu'elle disait. Oui, dans la mesure où elle sent simplement que, en tant que victime, c'est vraiment très pénible, alors qu'on a l'impression que les accusés de leur côté, c'est la coule douce, quoi. Mais on est dans l'impression. Oui, l'impression, et on sent une certaine révolte aussi en elle. Et son histoire de coup par coup, je suis toujours absolument pas du tout dans cette thématique-là. D'accord. Vous dites qu'il faut faire confiance à la justice. On peut faire confiance à la justice. Allez, dites ce que vous pensez. Non, très sincèrement, non. La justice française, pour moi, n'est pas le bon. J'ai beaucoup de choses. Pour moi, il y a des lois napoléoniennes. J'affirme. Je persiste et je signe. Qu'il y a des lois napoléoniennes qui méritent d'être quand même revisitées, qui ne sont pas du tout adaptées. Je vais encore entrer dans un débat en ne remettant pas en cause notre appartenance à la France, mais c'est la manière dont ça se fait qui n'est pas la bonne, quoi. Très bien. 71 27 07, nous avons quelqu'un au bout du fil, je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Le prénom, c'est Raymond. Raymond, soyez le bienvenu, Raymond, on vous écoute. Oh oui, ça, c'est-à-dire, moi, on a parlé, donc, ça, sont d'autres qui ont parlé là. Ouais. Responsable judiciaire là. Mais premier, je vais commencer à dire, d'abord, bon courage à Sakipé Dichio. Bon courage aussi à Sakipé sorti ou en prison tout.
Par contre, il faut que nous disions la vérité, il ne faut pas nous tourner dans l'entour du pot. Le système judiciaire français a mérité mettre à terre et point net. Parce que le fonctionnement n'est pas bon. Il ne faut pas nous faire l'hypocrite, il n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez donner une explication? Dis-moi, est-ce que vous pouvez dire nous ça qui n'est pas bon à donner? Explication. On est un groupe de monde, de jeunes qui cadouboutent en bas à Bribis ou qui a dans les communes, en toute la rue, nous, qui a mis des cochons de tête, bon matin, midi au soir. Au nom des droits de l'homme, au nom de la psychologie, pas une test loi pour faire ces gens déguerpiller là. Ils ont critiqué les communes du moins parfois à tort. Ils ont mis des bibliothèques. Ils ont mis un certain nombre de bagages que ils peuvent aller lire, ils peuvent aller faire pour la vie. Ils n'ont pas les faits, ils n'ont pas fait mettre des cochons en tête. Ensuite, qui s'est dit, c'est pas fatigant. C'est la société qui fait que. C'est la société qui dit que. Et dès là aussi, il y a leur comportement. Pardon. Un certain nombre de parents qui calent les chiens auquel même un moment poule quand ils veillent là, pitié mieux passer. Ça aussi, il faudra nous dire. Et qui unit l'école qui sont en matière de savoir, des sciences, et t'as l'année doit entrer, tu l'autre clic à ton banlais, l'autre l'année doit entrer, oublie, je passe à mon ballon brille, et puis le professeur n'a pas rien pour dire. Il doit entrer, battre le professeur, battre les enseignants, battre les personnels surveillants, et il n'y a pas qu'à faire une patate, ou bien qu'on attend dire, un simple là, l'autre. Mais il ne faut pas perdre ça au Técadia. Qui ça la justice n'y a pas dans tout ça au Canada? Non, non. Ou en pays démocratique, la fait mon dans la rue, empêcher mon passer, tête là, ou pour tout voler moi, mettre les forces de l'ordre, pour faire mon dégaupiller et faire mon comporter correctement. Ou pour tout voler moi, pas me dire moi, pas les moyens. Pour moi, la démocratie française, on a des droits et des devoirs. Ça m'a pas oui. Il y a le bagage c'est pour faire. Il y a faire comprendre et puis on le blablabla quand on dort ou des lois patiti patata et au fin du compte, c'est une loi qui est en train de détruire la jeunesse. Donc et détruire tout le monde parce que ou pas ça dans densité, t'as l'année doit monter caca. On dit il nous fait n'importe quoi, la police vient qu'à foutre la police coup de poche et la police pas même ni droit avant des lacrymogènes dans les. Ça pas bon. Et cela me dit que c'est une loi qui méritait complètement mettre à terre et m'a dit m'a répéter. Soit la force continue comme ça, m'a dit système la force même nous qu'à disparaître voler par chepi si pas qu'à dresser là-bas parce que c'est très mal parti. On peut pas dire l'école là que c'est mettre ça pour faire tout non. Par un part de responsabilité et l'État aussi l'a la main. Faut que c'est à la fini et c'est la meilleure façon. Il faudra maintenant mettre la discipline et puis après c'est tout. On ne va pas y arriver comme ça. Ou battre à défense 50, il peut dire l'autre la pas en sous prétexte il peut mais il y a aussi là on respect de pardon pour eux. Mais dès là on des psychologues là il y a un plus problème que vous. Qui m'en est défendu bon. C'est un peu révoltant. Très sincèrement, il faudra nous dire ça, que la justice content qu'il n'est pas content. C'est la manière là, il faut changer ça. Merci Raymond. Merci un pile. Alors, bye. Votre téléspectateur, il décrit tous les mots de la société. Oui, et vous les attribuez en plus. De la société. Je ne vois pas en quoi la justice concernée par tous les mots de la société. Cela dit, les psychologues en ont pris pour leur voilà, la justice et les mamans aussi. Les mamans. Quand une infraction est commise, s'il n'y a pas d'infraction, et pas une personne qui est dans un abribus qui parle à tout le monde, est-ce que la police peut arrêter quelqu'un? Après, on va venir dire la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler, de parler, on empêche quelqu'un de parler. Non, c'est pas possible. Donc, on est dans un pays démocratique, on ne peut pas arrêter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Je comprends ce qu'il dit. Ça nous interpelle dans la mesure où il décrit tous les maux de la société. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas la faute de la justice. Alors on peut mettre l'éducation nationale, on peut mettre les parents, on peut mettre toute la société en cause. C'est un long débat. C'est pas la même chose. Alors, et avant de nous quitter, parce que vous avez le temps passe, il nous reste juste 10 minutes d'émission, j'aimerais que vous entendiez un peu les personnes que nous avons interrogées et on leur a demandé un peu est-ce qu'elles avaient le sentiment que les victimes étaient prises en compte. Et je vous propose juste un peu avant la fin de l'émission qu'on regarde quelques morceaux choisis. Selon vous, les victimes de violences, on les écoute assez dans notre société? On les écoute assez? Est-ce que selon vous, est-ce qu'on les écoute assez? Les victimes? Oui, de violences.
Est-ce qu'on les prend suffisamment en charge? Oui et non. Ça dépend des circonstances. Et quelles circonstances selon vous? Parce que là, on peut les prendre en charge et les prendre en charge. C'est une façon de dire. Parce que là, en cette période-là, on prend certaines victimes en charge, mais après quelque temps, on est dans l'oubliette. Ah oui, c'est vrai. Et à votre avis, de qui parle-t-on le plus? Qui a la plus grande part dans la société? Les victimes des violences ou celles ou les personnes qui commettent les violences? Bon, souvent c'est les victimes. On parle aussi comment dirais-je, des agresseurs mais c'est plus les victimes qu'on parle le plus souvent. Parce que c'est eux qui nous affectent et pas les agresseurs, quoi. À votre avis, les victimes de violences sont-elles suffisamment prises en compte par la société? Pas tout à fait, en fait. En général, on va dire 50%, mais pas plus. À votre avis, comment expliquer cela? Ça va être un petit peu difficile, vu le système qu'on a maintenant à l'heure actuelle. Donc je pense que ça ne permet pas de gérer tout. De qui parle-t-on le plus, par exemple dans les médias, etc., quand il y a des faits divers? Est-ce qu'on parle des victimes ou des agresseurs? En fait, plus des agresseurs. Oui, Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par rapport au jugement, enfin, on va dire aux condamnations et tout. Donc ça dure beaucoup plus longtemps que de parler des victimes. Est-ce que les victimes de violences, quelles qu'elles soient, sont-elles prises en compte par la société? Est-ce qu'on prend en charge suffisamment les victimes? Je dis oui et non. Hein. Mais vous savez, on est dans un monde que... Il y a de ceux qui... On le dit encore. Il y a de ceux qui comprennent la situation et d'autres que ça ne les intéresse pas. Chacun se débrouille. Mais pour moi, les victimes qui sont... Parce qu'il y a, comment dire, victimes et victimes. Hein. On dit qu'ils sont victimes, on dit 24 sur 24, il y a d'autres, ça passe un moment, mais ça dépend la victime. Ouais. Il y a des maltraitances, comme on dit. Et à votre avis, lorsqu'il y a des violences, on parle plus des victimes ou des agresseurs? On parle des agresseurs. Pourquoi? L'agresseur, parce que c'est l'auteur, c'est l'agresseur. On parle souvent de l'agresseur, on ne parle pas tellement des victimes, mais on parle de l'agresseur. Ouais. En fait, on parle des deux en même temps, mais comme on dit, mais l'agresseur est toujours plus au premier loge. Quand on parle d'agression, de violence, à votre avis, on parle plus des victimes ou on parle plus des agresseurs? Je crois qu'on parle que des victimes, pas les agresseurs quand même. D'accord. Pourquoi selon vous? Mais tu sais, lorsqu'on est chez soi, on travaille. C'est pour mettre quelque chose chez vous, pour avoir un minimum de, comment on dit ça? De confort. Et puis si tu as quelqu'un qui est en train de rester dans la rue et puis qui passe, qui porte ton truc chez toi, comment tu vas réagir après? C'est toujours nous qui sommes victimes et eux, ils ont la belle vie. Même au niveau de la loi aussi. Même si admettons, tu lui donnes un coup de bâton, c'est toi qui es puni. Hein? Il a volé ton truc, mais c'est nous qui est puni. C'est pas la loi. Alors, tu sais, c'est une balance à comment on dit, deux poids, deux mesures, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Concernant les agressions, est-ce que vous pensez qu'on prend suffisamment en compte les victimes de violences? Oui, mais je sais, on dit qu'on peut pas, on les prend pas en... Comment vous avez dit? Les victimes de violences? On les prend pas en compte. En compte, mais comment on peut les prendre en compte? Parce qu'il y a tellement de violence. On ne peut pas prendre tout le monde en compte. C'est ça le problème. On ne peut pas être après tout le monde, on ne peut pas être après tous les petits jeunes non plus. Ça serait flou que... C'est à discuter, quoi. Hein. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas... Tout le monde dit qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on parle d'agression, qui a la plus grande place, que ce soit dans les médias ou des choses comme ça, les victimes ou les agresseurs? Ah, les agressions. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on parle d'eux. On ne parle jamais de la victime, on parle toujours de ceux qui agressent. Hein. Bon, il y en a beaucoup. Alors, je leur donne la première place, quoi. Est-ce que vous pensez que les victimes sont assez prises en compte dans la société? Ça c'est une question assez difficile. Je ne sais rien, j'en sais rien. D'accord. Alors, une autre question, dans les problèmes d'agression, à votre avis, on parle plus des victimes
Ou des agresseurs? Des agresseurs, hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que, c'est pas les médias, je sais pas. Les médias parlent plus des agresseurs que des victimes, hein, parce que les victimes, c'est peut-être pas oublier. On ne parle pas beaucoup. Ils ne sont pas suivis, quoi. Bien évidemment, ça n'a pas de valeur de sondage, mais ce sont parfois des petits tests qui nous permettent aussi de prendre en compte les représentations, les archétypes, les stéréotypes des personnes. Et là, vous avez compris que... Beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oui, il y a beaucoup plus d'hommes. Que ça vous a gêné un peu que... Oui, moi j'aime bien... Que ça soit équilibré. Donc on fera mieux la prochaine fois. On apprécie vos remarques, Suzy. En plus, elles nous font grandir. Mais vous avez compris que c'est quand même partagé pour le poids qui est porté. Certains pensent encore qu'il y a une place... portée à la victime, il y en a d'autres qui pensent que ce sont les auteurs. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Est-ce que vous avez à réagir? Il y a des choses qui vous ont... Je vous ai entendu des fois un peu sourire de certains propos. Non, ils ont dit à peu près... ce qu'ils pensaient, c'est dans l'explication avec leurs mots. Oui. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est pas mieux que le point en créole, quoi, pour la compréhension. Mais il y a victime et victime. Et ça vous a fait... ça vous a un peu étonné quand il a dit qu'il y en a qui sont victimes 24 sur 24. Et puis d'autres, ça passe âgé, ça passe... Est-ce que c'est pas parce qu'on ne connaît pas trop... il faut peut-être avoir... Et puis, est-ce qu'il faut aller jusqu'à... C'est une question que je pose. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'expérience de la victimation, donc pour comprendre ce que c'est une victime? Écoutez, à un moment... Est-ce que c'est couteau entre en Jérôme pour ça? Tout à fait. À un moment, j'étais très dur en me permettant de dire sur les médias que est-ce qu'il faut qu'on tue un enfant de chaque homme politique ou de chaque foyer en Martinique pour qu'il soit conscient? Vous avez été violente, ça vous c'était très violent. Ça ne ressemble pas, c'était le moment de votre révolte, votre colère. Oui, ma colère de constater que c'est tellement minimisé, c'est tellement banalisé que... Est-ce qu'il faut arriver à des extrêmes pour que tout le monde puisse vraiment prendre conscience et réagir? Parce que je crois que malheureusement, le problème qui se pose, c'est que nous sommes... Est-ce qu'on n'a pas apprivoisé cette violence? Est-ce qu'on ne se dit pas que ça fait partie tellement de notre quotidien que c'est la vie, quoi? Elle a évolué, c'est qu'on s'aillait, ça on les fait. Donc après, c'est comme on vous dit ce fameux proverbe, chez Marie, c'est pour lapider. C'est lamentable, mais n'empêche que quand on voit comment les choses évoluent, on se dit qu'il y a un problème de conscience là. Oui. Et ça, c'est autant pour la violence que pour plein d'autres choses dans la société qui m'interpellent, où je trouve qu'il n'y a pas un mouvement de masse qui puisse provoquer, comment dire... un élan de solidarité ou de conscience pour que les choses éclatent, quoi. Je fais encore référence à ce qui est arrivé à Charlie Hebdo. Je vois ça, et l'impact. En contrepartie, il y a des peuples qui subissent des génocides, qui vivent des choses atroces, et il n'y a pas ce soulèvement, il n'y a pas ça. Et je ne sais pas qu'est-ce qui fait. Donc ça revient à votre question. Hein. Je crois que les médias ont une grande part de responsabilité dans cette histoire. Tout dépend comment ils orchestrent, comment ils amènent l'affaire, qui fait que la mayonnaise prend, en quelque sorte. D'accord? Et je crois que il faut que les médias se posent la question de leur rôle, de l'impact, de la manière dont ils transmettent l'information, de ce qu'ils en font. Parce que j'ai accepté bien volontiers, M. Galva, de venir vous voir, parce que c'était vous. Et je vous en remercie. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'invitent à des émissions, j'y vais carrément pas. Je vous remercie de ce témoignage d'amitié. Voilà. Et à marcher, non. Surtout que je sais que vous êtes quelqu'un du terrain comme moi-même pour avoir assisté à pas mal de séances que vous orchestrez avec, que ce soit des victimes ou des auteurs. Et moi, je dis que c'est à ça dont j'aspire. À quel moment nous allons pouvoir parler de ça, mais le plus quotidiennement que possible, mais pas dans la lamentation, mais dans la solution. Nous proposons quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire encore, selon vous, Étienne Zidé, vous qui avez une longue expérience de la justice? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui reste encore à faire et qui n'est pas fait? Il y a à prendre un peu plus en considération les victimes, c'est certain. J'ai vu qu'à la fin de l'année dernière, le gouvernement a pris
cette situation à cœur, puisque le Premier ministre a mis en place une cellule interministérielle d'aide aux victimes, et par l'intermédiaire des fédérations de victimes, en demandant, par exemple, à l'INAVEM, qui est l'Institut national d'aide aux victimes, une fédération des associations de victimes, et il a demandé à toutes les associations d'être le relais pour aide aux victimes. Oui, donc, et cette cellule est installée au Quai d'Orsay, et c'est récent, hein, ça vient d'être installé, et Mme la garde des Sceaux est partie prenante avec ces associations, ces institutions administratives pour venir en aide aux victimes. Donc vous voyez que le gouvernement prend en considération les victimes. J'espère que ce sera compte à compte avec autant les mesures dans l'Hexagone que les nôtres ici. C'est toujours ce que je déplore, malheureusement. Très bien. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci, Suzy, d'avoir accepté de réactiver ces événements ô combien douloureux, mais qui font partie de votre vie maintenant. Vous l'avez bien intégré dans ce qu'on appellerait votre mémoire épisodique. Merci d'avoir accepté, de revenir dans vos fonctions et malgré le bon temps que vous devez avoir maintenant en tant que personne en retraite. Nous vous souhaitons d'ailleurs une très très bonne retraite, même si nous allons certainement encore avoir l'occasion de vous réinviter dès lors qu'il s'agirait de parler de justice. Pourquoi pas? Merci à vous, M. Galva. Je vous remercie de nous avoir invités, M. Galva. C'était très bien. Ok, merci. On va remercier aussi les deux téléspectateurs qui ont donné leur avis. On va saluer Hervé et vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau sujet. Allez, prenez soin de vous et puis encore très très bonne année 2015.